Samir, la raison pour laquelle je vous ai demandé de parler, c'est que j'ai été particulièrement ému. C'est la première fois que vous avez écrit dans un journal votre histoire, et avec des mots particulièrement purs. Pourquoi avoir décidé, après tant d'années, d'écrire cette histoire, votre histoire? Parce que 20 ans plus tard, on ressent d'autant plus la douleur. N'oubliez pas qu'avec les années, l'entourage oublie. Ils ne vivent pas notre peine au quotidien, nous n'oublions jamais. Nous vivons chaque jour cette perte. Ma mission, tant que je suis dans ce monde, c'est de parler, d'évoquer le souvenir de ma mère, où que je sois. Mon père l'a fait quand j'étais petite. C'est ma mission aujourd'hui, mon rôle. J'ai envie qu'on se souvienne de ma mère, qu'on sache qui était ma mère, que les gens sachent ce que signifie perdre un être si cher à ses yeux. Je ne crois pas qu'il existe quelque chose de plus douloureux que ça. Mais les mots que vous choisissez sont des mots d'amour. On ne ressent aucune colère, aucune haine. Tous les mots sont choisis avec, je dirais même, pureté. C'est rare dans ce genre de cas. Maintenant, ce sont des mots d'amour. Maintenant, j'ai changé mes mots. Jusque récemment, c'était de la colère. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi est-elle partie? J'étais énervée contre moi, contre le monde entier, contre mon entourage. J'avais beaucoup de pression. Comment soudainement vit-on sans mère? Et bien que j'ai vécu plus d'années sans elle, je me souviens de chaque jour passé avec elle. Je me souviens de ces 11 ans passés avec ma mère. Elle était tout pour moi. Mais maintenant que je suis plus mature, que j'ai 31 ans, je n'ai plus de place à la colère. Je vis tout simplement cette perte. C'est ma peine, la mienne. J'ai appris à écrire, à retranscrire mes émotions. Donc si je suis en colère ou je suis en stress en pensant à maman, je ne le fais plus subir à mon entourage, je le retranscris sur une page. Vous expliquez d'ailleurs dans cet article que vous sentez une part de responsabilité, et pourtant il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Juste de demander à sa mère, sors, profite, t'inquiète pas, je suis là. Et pourtant vous vous accusez. Je vais te dire pourquoi je souris. Parce que j'avais l'impression que tu me poserais cette question. C'est en moi depuis des années. Oui, je lui ai dit de sortir ce soir-là parce qu'elle le méritait. Elle le méritait, elle s'est occupée toutes ces années de ses enfants, de la maison. Elle avait même réduit son temps de travail pour s'occuper de nous. J'ai ressenti ce soir-là qu'elle voulait sortir. Elle avait peur, mais elle le voulait. Je lui ai dit, maman, sors. Oui, j'étais en colère contre moi. J'ai tellement regretté de lui avoir dit ça. Je me suis sentie fautive pendant toutes ces années. Et je me disais, pourquoi as-tu accepté que maman sorte ce soir-là? Mais je n'étais qu'une petite fille. Comment pouvais-je savoir ce qui allait se passer? Aujourd'hui, j'ai un regard différent. Mais vous dites aussi que vous êtes passée de l'état de fille à l'état de femme en un claquement de doigts. En un jour, oui, je n'étais qu'une petite fille. Sans oublier que la génération d'avant n'était plus celle d'aujourd'hui. À 11 ans, nous n'étions que des jeunes enfants. Mais j'ai vu mon père qui ne savait rien faire à la maison s'occuper de nous. Il a pris malgré lui le temps de prendre le rôle d'un père et d'une mère. J'ai compris qu'il ne pouvait pas endosser seul cette responsabilité toute sa vie. Alors je me suis prise en main. J'ai appris à cuisiner, à éduquer mon petit frère, à laver le linge, à faire tout ce qu'on peut faire dans une maison, jusqu'à aujourd'hui. Le vendredi, par exemple, est réservé à la maison. Je m'arrange pour ne pas travailler ce jour-là, comme ma mère le faisait. M'occuper de la maison, préparer les repas de Shabbat, exactement comme ma mère. Comment on arrive à être soi-même et pas la fille d'eux au quotidien? On ne peut pas. Jamais. Je pense que cette tragédie m'a changée. Je ne suis plus moi. Si ma mère était encore vivante aujourd'hui, j'aurais été sa pire. J'aurais été une autre personne. Je suis une femme. C'est indéniable. J'agis comme une mère de famille. Mais à l'intérieur de moi-même, je ne suis qu'une petite fille de 11 ans. Je reste encore bloquée au soir de cet attentat. Cela influence mon entourage. Je ne suis plus moi. Cela se traduit par jouer des rôles quand je le peux, par des pleurs répétés le soir, la nuit, et sourire le lendemain matin, comme si de rien n'était. D'autant plus que
la situation actuelle sécuritaire n'aide pas, avec une multitude d'attentats qui vous fait répéter à chaque fois ou penser plus exactement à ce soir maudit. À chaque fois que je vois des funérailles à la télévision, que j'entends parler d'une attaque, je pense d'abord aux familles de victimes, parce que je sais ce qu'elles vont endurer, par quoi elles vont passer. La première année, on a du mal à comprendre le moment. Il y a beaucoup de monde autour de nous qui nous soutiennent. Nous sommes entourés, protégés. Mais avec le temps, les gens oublient et on reste seul. C'est là que commence la douleur. C'est pour cela que je pense à ces familles endeuillées. Je sais par quel processus elles vont passer jusqu'à qu'elles parviennent, en quelque sorte, à en guérir. On ne peut pas vraiment guérir. Le cœur reste à jamais blessé, mais une sorte de guérison qui leur permet de vivre leur quotidien. Il y a aussi une grande partie de gens qui choisissent de ne plus vivre. Ça fait mal. Ça fait mal. Expliquez, quand vous dites qu'ils ne choisissent pas de vivre, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire qu'ils vivent en totale dépression, qu'ils arrêtent de travailler, qu'ils s'arrêtent de vivre tout simplement. Je peux vous dire que moi-même, j'étais particulièrement dépressive au cours des premières années qui ont suivi l'attentat. Je n'allais presque pas à l'école, je ne voyais presque personne, pas même mes amis. Je ne voyais pas comment je pouvais continuer à vivre. Je ne le voulais pas. Je me disais à quoi bon ? Je n'ai plus ce quelqu'un qui me protège. Je pense que mon père s'est arrêté lui aussi de vivre. Il n'a jamais plus rencontré de femme. Il ne s'est jamais remarié. Il n'est jamais plus ressorti. C'est ce que j'appelle choisir de ne plus vivre. Comme si le temps s'était arrêté le jour de l'attentat. S'il y avait de tout cet entretien que je viens de réaliser, une note d'espoir, ne serait-ce qu'une, est-ce que vous parviendrez à la trouver ? Je veux croire qu'il y a encore de l'espoir, mais c'est difficile, c'est très dur. Mais pour moi, chaque jour qui passe est un instinct de survie. Je me lève chaque matin en me disant qu'il faut que je choisisse de vivre et de continuer de vivre normalement mon quotidien, de continuer à me construire. C'est une sorte d'espoir. J'ai un rêve d'être un jour comme ma mère. C'est comme si je m'étais fixé un objectif et c'est vers cela que je tends. Je pense commencer à être proche d'atteindre cet objectif, cette mission que je me suis fixée. Je commence. Merci Sapir Moshe. Merci beaucoup. Ouais, c'est sur ces notes plus ou moins d'espoir optimiste, continuer à vivre, ou en tout cas continuer de rêver pour vivre.